Alors en fait, on m'a confié donc la tâche de vous présenter un cas d'endocrinologie à discuter. Donc c'est pas une conférence, c'est un cas en fait qu'on va discuter ensemble. C'est un cas qui nous a donné du fil à retordre, où le temps et l'inertie chirurgicale étaient en fait les causes principales de l'évolution, vous allez voir, de ce cas clinique. Donc en fait, je l'ai baptisé l'art de savoir laisser le temps au temps, parce que le temps a vraiment modifié et conditionné l'évolution chez ce cas clinique. Donc c'est Houda, 40 ans, célibataire. Donc depuis ses multiples hospitalisations, elle a perdu son emploi, donc elle est ramédiste. Donc elle est suivie chez nous au service pour un syndrome de Cushing sévère depuis 2014, avec des signes de catabolisme importants, comme vous le voyez en fait là. Donc une fatigue, altération d'état général, et donc un diabète secondaire qui est géré par donc, les ADO, une aménorrhée secondaire dès la découverte. Et des fois, en fait, c'est vrai qu'au holter tensionnel, il n'y avait pas d'HTA confirmé, mais des fois, en fait, au service, on a des petites HTA à 14,5 intermittentes. Donc, l'exploration, en 2014-2015, l'éclus au début était à 4 fois la normale. On en a fait plusieurs. Donc, ACTH élevé, 52. Et puis, en fait, on avait bien sûr conclu un Cushing ACTH dépendant, maladie de Cushing, et donc on a fait bien sûr l'IRM. Donc, on a fait une première IRM au CHU qui était revenue négative, normale. Une deuxième au privé chez un neuroradiologue spécifique, spécialisé, professeur Cheikh, qui est de Rabat, installé à Marrakech. Et donc, en fait, c'était négatif. Donc, on a eu 3 IRM au départ, dans l'espace d'1 an et demi, qui étaient négatifs. Donc, nous, en fait, on est parti dans la piste ACTH dépendant ectopique. Donc, pour ceci, bien sûr, on a donc fait réaliser des TDM spécifiques, donc avec coupe fine, multibarrette, et donc qui étaient aussi négatifs. Donc, on conclut pour trancher maladie de Cushing, ectopique, on fait un freinage fort, et donc on a un petit pourcentage de freinage qui est à peu près de 25%. Donc, ça, c'est les premières IRM. Qui étaient relus et négatifs. Donc nous, en fait, on conclut donc, à cette étape à une maladie de Cushing, a priori à IRM normale, et encore moins à un Cushing sur sécrétion ectopique d'ACTH. Donc à cette étape, vous feriez quoi? 3 IRM négatifs. Donc c'est un cas discuté. Oui, donc comme j'ai dit, en fait, les TAP, thoraco-abdominaux-pelviens, donc les surrénales étaient strictement normales, même pas hyperplasie. On n'avait même pas d'hyperplasie surrénalienne. Donc on continue. Alors, la patiente gardera un Cushing clinique, en fait. Donc, on gère symptomatiquement le diabète. On l'inclut dans le programme d'obésité du service. Les prises en charge par les nutritionnistes. Elle est vue, quand même, elle manque des fois, il y a un manquement au rendez-vous. Elle est perdue de vue quelques mois, mais on la rappelle tout le temps. Et puis, donc, en fait, durant l'évolution, donc, le CLU reste élevé, donc presque à 8 fois la normale. Donc, en fait, on a fait beaucoup d'RCP autour de ce dossier et bien sûr, on a songé à l'envoyer pour faire, en fait, un cathétérisme du sinus spectrum, mais c'était inaccessible à la patiente. Et donc, en fait, elle a pu avoir quelques mois du traitement par kétokénazole, en fait, mais sans suite. Donc, c'était des dents. Et puis, en fait, on avait discuté le dossier donc en RCP, en réunion, avec les neurochirurgiens, les radiologues, et à la lumière des recommandations. Et en fait, la question, c'était faire, puisqu'en fait, le Cushing était battant, donc, et était en s'aggravant, la surrénalectomie bilatérale ou la surrénalectomie couplée à la radiothérapie gamma knife. Donc, on s'est basé sur les recommandations
qui datait de la date. Et donc, c'est essentiellement, en fait, on a vu qu'avec la radiothérapie, il y avait un neurochirurgien qui, en fait, disait il faut associer le professeur Marie qui disait donc il faut proposer cette dame à la gamma knife en association avec la surrénectomie bilatérale. Bon, bref. En fait, en 2017, il y a eu une sévérité, donc on a noté qu'il y avait une sévérité qui est particulièrement prononcée sur le plan clinique, en fait, donc aggravation de l'hypercatabolisme. Et donc les CLU de surveillance ont montré qu'il y avait des CLU en fait, entre 8 et 12 fois la normale. La CTH était à 39 en 2017. On refait une IRM, en fait, on refait 2 IRM qui étaient interprétées comme étant strictement normales. Donc, on refait un thoraco-abdominal qui était strictement normal. On fait un octréoscan qui n'a pas révélé de foyer de fixation en faveur de l'ectopie. Donc, on amalgame tout ça, toute cette histoire, et on décide la surrénalectomie. On l'adresse au service en fait, d'urologie pour surrénalectomie bilatérale. Eh ben, on est étonné de reprendre la malade 2 jours après avec une surrénalectomie unilatérale. En nous confirmant sur le compte rendu qu'il n'y avait pas d'hémorragie, que les suites étaient banales, qu'elles étaient normales. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bon, bref, elle n'a eu qu'une seule. Bon, en fait, il fallait la reprogrammer pour une deuxième et on a pris du temps, entre-temps. Donc, on a adopté dans le schéma de surveillance, malgré en fait qu'il n'y ait eu que la surrénalectomie bilatérale, on a suivi un peu à l'aveugle en fait les recommandations du suivi après surrénalectomie bilatérale lors d'une maladie de Cushing avec un rythme 3 mois, 6 mois, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., avec des imageries, etc. Et le dosage de la CTH. Alors à cette étape, en fait, qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'il y a des questions, des remarques Quoi Rien. Rien. Sinon, oui. Il n'y a même pas d'hyperplasie, en fait. Quoi C'est une surrénectomie, en fait, palliative. Traitement de la maladie de Cushing. Donc, c'est la surrénalectomie bilatérale comme traitement palliatif, en fait, de 3e main ou de 2e main d'une maladie de Cushing à IRM normale. Enfin, à défaut du cathétérisme, du sinus, voilà, donc on a opté pour ce choix, elle est jeune, c'est truffé de morbimortalité, donc en fait, on a choisi la surrénalectomie vu qu'en fait, le Cushing s'aggrave et hyper sévère. Bon, après la surrénalectomie, on a eu, en fait, vous allez voir sur la flèche, juste après, donc comme vous le voyez, donc on a une baisse du CLU, et après, paf, une montée en flèche, donc à 12 fois la normale, toujours l'hypercatabolisme, et on la propose, en fait, une deuxième fois à l'octréoscan, et là, hop, la surprise, on tombe sur l'image qui nous sauve. Donc c'était en fait pour nous une rescousse, un secours. Il y avait une image pulmonaire apicale droite, vous allez voir. Donc en fait c'était ça. Il y avait en fait un truc qui s'éliminait ici. C'est ça, vous avez vu? Donc là, et en fait c'est par le SPECT-CT. Donc c'est déterminé, l'endroit a été bien déterminé au millimètre. C'était un picot. Par les médecins nucléaires, en fait. Alors, on va à la staffée. Je suis descendue en personne prier en fait, le thoracique pour cette patiente avec les résidentes. Et donc, en fait, il a dit qu'il ne pouvait pas opérer une image, une lumière. Il ne peut pas, en fait, opérer une lumière. Il faut un scanner multibarrette, et puis s'il y a une lésion sur le scanner, il y va. Donc on lui refait en fait la TDM thoracique négatif, multibarrette, micro en fait des images millimétrées, rien. Donc il refuse de toucher à la patiente,
Il a dit, en fait, il n'y a pas de localisation. C'est une lumière, ce n'est pas une image, ce n'est pas un tissu, en fait. Et nous, en fait, on ne peut pas faire la part des choses parce qu'il y a des fibroses, des petites fibroses. Quand on ouvre le poumon, on ne va pas vous couper à l'aveugle un demi-poumon comme ça. Je n'ai pas de projection, je ne touche pas à la patiente. Donc, on était hors de nous. Et donc, en fait, on l'a rediscuté en RCP pour compléter la surrénalectomie et la proposer plus ou moins après à la radiothérapie. Bon, enfin, ça, c'est juste pour vous, je vous projette le résultat d'Octreoscan. Donc, ici, en fait, il y a le pico-adénome qui a été vu. Juste ici, en fait, je pense que... Oui, il a redemandé à professeur Mtaran, le médecin nucléaire, de refaire l'Octreoscan. Effectivement, il nous refait. Et sur le deuxième Octreoscan, il dit pas de fixation. D'accord. Bon. Après, en fait, nous, avant la surrénalectomie, juste avant, on se dit, parce qu'on suit quand même un programme bien ficelé dans les IRM, on se dit une dernière IRM avant la surrénalectomie. Et donc, paf, macro-adénome, latéralisé à gauche, macro de 14, en quelques mois, de la première surrénalectomie. Donc, en fait, qui bombe le diaphragme cellaire. Voilà, donc vous voyez, en fait, ici, qui bombe le diaphragme et qui est vraiment apparent. Il s'agit bel et bien de son IRM. Donc, en fait, c'est la patiente, c'est son IRM, il n'y a pas de doute. Donc là, en fait, c'est juste pour vous récapituler en fait, tout le bilan qu'elle a eu depuis 2014 jusque-là. Donc, on n'avait que des IRM normales, des TDM négatives, jusqu'à ce qu'on tombe sur ce macro-adénome. Donc, en fait, l'image de profil. Alors, on fait une biblio, en fait. On s'assoit et on a staffé au service. Et après, on a eu un RCP avec les neurochirurgiens, professeur Aniba et docteur Benis, c'est deux ex-chefs cliniques de l'hôpital Foch avec Gaillard. Donc, c'est des gens qui sont formés en hypophyse. Et selon eux, ils n'avaient jamais vu ça. En fait, l'accroissement en taille ou l'apparition d'un adénome après une surrénalectomie unilatérale. Parce qu'en fait, ce qui est décrit dans la biblio, c'est donc les Nelson, les fameux syndromes de Nelson. Donc, hypersécrétion de la CTH, hyperplasie donc des cellules corticotropes, image IRM, après surrénalectomie bilatérale par le mécanisme, c'est la levée du feedback positif, en fait, du blocage exercé par le cortisol endogène qui est soustrait après l'ablation des deux surrénales. Donc, on cherche dans la biblio, effectivement, il n'y a aucun cas qui est décrit pareil dans la littérature. Donc, post-surrénalectomie unilatérale, primo, secondo, la taille, en fait, l'accroissement en taille en quelques mois seulement. Donc, en fait, ce qui est décrit dans la littérature, c'est donc après la surrénalectomie bilatérale, donc on pourra avoir quand même en fait une recrudescence, un accroissement en taille de l'adénome, mais c'est des accroissements en taille qui vont s'étaler en fait sur des années, c'est 3-5 ans après la surrénalectomie. C'est pour ça que les nouvelles recommandations de prise en charge du Nelson, en fait, indiquent l'association, on a de meilleurs résultats quand on associe, en fait, la radiothérapie gamma-knife ciblée avec la surrénalectomie bilatérale. Ça permet, en fait, d'éviter le Nelson et la gravité du Nelson. Dans la littérature, on a trouvé un seul cas invasif, donc celui d'une dame de 21 ans, un cas assez ancien, où on a eu en fait un accroissement important en taille, IRM normale, négative, on a eu un accroissement en taille important. Donc ça, c'est la chronologie de A jusqu'à F, donc la chronologie des IRM, et ça, c'était en fait à 5 ans. Celle-là, c'était à 3 ans. Donc on commence à avoir, la masse, l'adénome, en fait, l'hyperplasie à 3 ans, et on a une belle masse au bout de 5 ans. Donc, en fait, c'était à l'immunohistochimie, c'était en fait un corticotrope très invasif, avec un pouvoir, en fait, un KI qui est très élevé. Alors, donc en fait, à la fin de ce cas discuté, quelles sont en fait les leçons qu'on peut dégager de cette observation assez particulière?
Donc, premièrement, est-ce que dans les cas battants de l'écuchine très sévère, est-ce qu'on pourra, en fait, c'était accidentel. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le bloc. On ne nous a rien dit. De toutes les façons, est-ce qu'on pourra peut-être bien proposer, parce que ça a moins de morbimortalité, est-ce qu'on pourra proposer une surélectomie en 2 temps? Donc ça, primo, c'est un truc qu'on veut discuter, il n'y a pas dans la littérature, dans la biblio. Deuxièmement, en fait, il y a le facteur temps. Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé par la phrasologie de Jacques Chirac, laisser le temps au temps. Est-ce que le temps aussi, est-ce qu'on ne pourra pas, en fait, asseoir des recommandations qui pourraient, en fait, laisser quand même cet espace de temps avant, en fait, de conclure à des thérapeutiques invasives et radicales. Troisième chose, en fait, l'inertie chirurgicale, nous, on s'est énervé, en fait, de l'inertie des chirurgiens, que ce soit les neuro ou les urologues, mais en fait, ça a été quand même en notre faveur. Et puis, en fait, rien ne remplacera jamais le raisonnement clinique. Bon, en fait, comme il a dit, il avait raison, j'opère pas une image, j'opère pas donc une lumière, donc il faut s'asseoir. Enfin, l'intérêt des raisonnements cliniques et des réunions RCP, et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez des remarques. Alors la patiente va se faire opérer dans les jours qui suivent, en fait, en neurochirurgie, et j'espère que ça va bien se passer pour elle. C'est bon? Merci. Madame Safi? Je voulais demander concernant le kétokénazole. Ce serait une bonne chose de l'avoir au Maroc, oui. Parce qu'on a des patients qui sont kétokénazole avec des hypophyses tout à fait normales. Oui. Avec l'évolution, on voit apparaître l'adénome. Parce que c'est une surénalectomie, et au lieu de faire vraiment une surénalectomie bilatérale et attendre l'hyper. Chimique, c'est vraiment... Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que, bon, en fait, il y a plein de choses à débattre. Le souci, c'est qu'on n'a pas le keto. Et nous, notre ressource, parce qu'on a la chance d'avoir des résidents d'autres pays africains, et eux, ils ont le keto là-bas. Et quand quelqu'un part, il a la gentillesse de ramener bénévolement, en fait, le traitement aux patients ponctuels. Comme ça, c'est comme ça qu'on a, en fait, le recours aux médicaments. Bon. Merci. Merci à vous.